Ton frère a fait plus pour cette famille, que tu ne pourras jamais le faire, a dit ma mère, alors qu'elle vivait dans la maison que je venais d'acheter pour elle. Je l'ai vendu, sans le dire à personne, et j'ai dit, voyons ce qu'il peut faire. Si vous m'aviez rencontré il y a 5 ans, vous auriez vu un gars aux yeux écarquillés, avec un tout nouveau diplôme d'ingénieur, 2 stages à son actif, et un sac de sport rempli d'ambition. J'étais le premier de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. Mes parents étaient fiers, ou du moins, ils avaient l'habitude de dire qu'ils l'étaient. Mon jeune frère, Tyler, était encore au lycée à l'époque, se reposant déjà sur son charme et ses excuses. Vous voyez le genre. Il séchait les cours, mais, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours la faute du professeur. Il a planté sa première voiture, et a blâmé la route glissante. Même si le soleil avait brillé pendant 3 jours d'affilée, cela ne me dérangeait pas à l'époque. Je me disais qu'il traversait juste une phase. J'étais l'aîné, le responsable, celui qui arrangeait les choses. Mon premier emploi me rapportait 68 000 €, après impôts et loyers pour mon studio. Si on pouvait appeler ce placard glorifié, un appartement. J'envoyais quand même 500 € à la maison, chaque mois. Ma mère disait que ça aidait pour les courses et les factures. Papa disait de ne pas m'en faire pour ça, mais je savais qu'ils en avaient besoin, alors j'ai continué à envoyer cet argent. Quand la pandémie a frappé, les choses ont empiré à la maison. L'usine de papa a réduit les horaires, puis a fermé complètement. Maman a perdu son emploi à temps partiel, à la bibliothèque. Tyler, lui, a abandonné l'université communautaire, et s'est mis à fond dans la crypto, et les théories du complot. Je n'ai rien dit. Chacun perdait pied à sa manière, mais j'ai augmenté mes versements à 800 €. Puis, en 2021, ma start-up technologique a été rachetée. Ce n'était pas une somme à changer une vie. Pas encore. Mais mes options d'achat d'actions ont été débloquées, et après impôts, je suis reparti avec un peu moins de 300 000 €. La première chose que j'ai faite, c'est de rembourser le prêt hypothécaire de mes parents. Je me souviens encore de l'appel téléphonique. « Attends, tu as fait quoi ?» a dit ma mère, en riant nerveusement, comme si je venais de raconter une mauvaise blague. « Il n'y en a plus, maman. Plus de paiement. C'est à vous. » Il y a eu un silence, ensuite. « Tu n'aurais pas dû faire ça, chérie. C'est trop. » Mais papa a pleuré. Vraiment pleuré. C'était la seule fois où j'avais entendu sa voix trembler comme ça. Et Tyler, lui, m'a envoyé un texto. « Joli coup de frime, frérot. » Alors, j'ai droit à quoi, moi? Je me suis dit que c'était une blague. Fin 2022, je gagnais un salaire à 6 chiffres. Le télétravail m'a donné de la flexibilité, et j'ai trouvé un charmant petit appartement de 2 chambres, en dehors de Seattle. Toujours modeste, toujours les pieds sur terre, et chaque facture de la maison, toujours à ma charge. Je payais leur internet, le gaz, l'eau, l'électricité, et les forfaits téléphoniques. Mon nom figurait sur chaque compte. J'ai même mis en place le paiement automatique, pour leurs impôts fonciers, juste par sécurité. On pourrait penser que ce genre de soutien viendrait avec une certaine reconnaissance, ou, du moins, une certaine neutralité. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que lorsque les gens s'attendent à votre aide, cela cesse d'être un cadeau, et commence à devenir un devoir. Et à l'instant où vous trébuchez, ne serait-ce qu'un peu, c'est perçu comme une trahison. C'est un dîner, le mois dernier, qui a tout fait éclater. J'avais pris l'avion pour rentrer à la maison, pour l'anniversaire de papa. Rien d'extravagant, juste un barbecue dans le jardin, avec quelques membres de la famille, quelques voisins, et assez de salade de pommes de terre, pour nourrir une équipe de football. J'avais apporté une bonne bouteille de whisky, et quelques steaks. De vrais steaks, pas ceux en lot économique, du rayon surgelé. J'avais même acheté une enceinte Bluetooth, car leur vieille radio était pratiquement fossilisée. Le dîner a bien commencé. Tyler était là, bruyant comme d'habitude, racontant à nouveau une histoire, sur comment il avait failli gagner 80 000 €, grâce à une crypto-monnaie appelée Banana Cash, ou quelque chose d'aussi ridicule. Il portait des lunettes de soleil la nuit, et n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, comme si quelqu'un d'important l'attendait. Ma mère riait à chaque blague qu'il sortait, même à celles qui ne ressemblaient guère à des phrases. À peu près à la moitié du repas, ma tante a fait un commentaire, sur la chance qu'avaient mes parents, d'avoir un fils aussi généreux.
J'ai souri, supposant qu'elle parlait de moi, mais c'est là que maman a sorti sa phrase. Tranchante, désinvolte, et assez forte, pour que 3 conversations s'arrêtent au milieu d'une phrase. Eh bien, Tyler a en fait plus pour nous, qu'Adam ne le fera jamais. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai littéralement cligné des yeux, comme un personnage de dessin animé, essayant de me rejouer la scène dans la tête. Quoi, ai-je dit légèrement, avec ce rire forcé que l'on utilise, quand on donne à quelqu'un la chance de se rattraper. Elle n'a pas scié. Je veux dire, oui, Adam envoie de l'argent et tout, mais Tyler est là. Il nous tient compagnie, fait les courses, aide avec le jardin. Ça compte plus, tu sais. Tyler a eu un sourire en coin, n'a rien dit, et a pris une autre bouchée de son épi de maïs. Je l'ai dévisagé. Cette femme, cette mère que j'avais couverte, protégée, soutenue, qui n'avait jamais demandé comment j'allais, qui n'avait jamais appelé pour prendre des nouvelles, à moins que le Wi-Fi ne soit en panne. Elle minimisait des années de sacrifice, parce que son enfant chéri tondait la pelouse une fois par semaine, et s'asseyait sur le canapé pour un soutien moral. Mon père n'a pas dit un mot, il a juste baissé les yeux vers son assiette, comme si elle était devenue incroyablement fascinante. J'ai senti la chaleur monter le long de mon cou, mais je suis resté silencieux. Je ne voulais pas faire de scène. Pas là. Pas devant des proches, qui avaient déjà murmuré des choses comme « Oh, Tyler est tellement charmant, et il cherche juste sa voix ». Je me suis excusé tôt, et je suis retourné à mon hôtel. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas parce que j'étais en colère, bien que je le fusse, mais parce que je repensais à tout, aux prêts hypothécaires, aux factures, aux heures passées au téléphone avec Comcast, quand il n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi la connexion Internet n'arrêtait pas de couper? Autant que j'avais pris sur mon travail, pour aider à repeindre le salon. Aux vacances que j'avais sacrifiées, juste pour rentrer à la maison, et m'entendre dire que j'étais trop silencieux, ou que je devrais être plus comme Tyler, car, il est tellement amusant. Et maintenant, apparemment, il avait fait plus que je ne le ferai jamais. J'ai vérifié l'acte de propriété, cette nuit-là. Il était toujours à mon nom. Je l'avais mis à mon nom, quand j'avais remboursé le prêt hypothécaire, en pensant que ce serait plus sur ainsi, juste au cas où. Et maintenant, pour la première fois, j'étais content de l'avoir fait. Le lendemain matin, j'ai souri pendant tout le petit déjeuner, comme si de rien n'était. Tyler a fait une blague, sur le fait que j'étais sensible, et a dit quelque chose à propos de pleurer en Bitcoin. Maman a gloussé. Papa a siroté son café, et est resté silencieux. Mais dans ma tête, j'étais déjà en train de basculer des interrupteurs, discrètement, et avec soin. Parce que si Tyler avait fait plus pour eux, alors, il était peut-être temps qu'il en fasse plus. Et il était peut-être temps, que j'arrête de payer la facture, pour leur mémoire sélective. Je n'ai pas coupé les ponts tout de suite. Cela aurait été trop facile, et honnêtement, trop soudain, pour que quiconque en tire une leçon. Je voulais comprendre, j'en avais besoin. Je voulais voir si c'était juste un commentaire ponctuel de ma mère, ou si j'avais été aveugle, tout ce temps, à quelque chose de bien plus laid. Alors, j'ai joué le jeu. Après ce dîner, j'ai passé 2 jours de plus à la maison, en souriant, j'ai aidé à nettoyer le garage comme si de rien n'était, je suis allé chercher du café pour ma mère, et j'ai offert à papa une nouvelle paire de gants thermiques pour l'hiver. Quand Tyler s'est vanté de sa nouvelle opportunité commerciale, qui s'est avérée être une formation en dropshipping, pour laquelle il avait payé 900 €, j'ai hoché la tête poliment. J'ai même posé des questions, juste pour maintenir la paix, mais chaque petite chose a commencé à s'accumuler. Comme la façon dont ma mère avait soudainement tant de corvées, qu'elle ne pouvait pas accomplir, dès que Tyler était dans les parages. Oh, chérie, tu peux m'aider à nettoyer le grenier? Mon dos me fait souffrir. Elle n'a jamais demandé à Tyler. Elle n'a même jamais regardé dans sa direction. Ou comment papa a commencé à faire écho à ses commentaires. Tu as de la chance d'être doué avec l'argent, Adam, parce que c'est sûr que tu ne parles pas beaucoup. Comme si le fait d'être silencieux, faisait de moi quelqu'un de défectueux. Ou encore le coup de grâce. Cette nuit-là, où je les ai surpris en train de parler dans la cuisine. J'étais allé sur le porche arrière, pour prendre un appel. Et en rentrant, je suis passé devant la fenêtre de la cuisine, entr'ouverte juste assez, pour laisser filtrer les voix. Maman et Tyler. Il agit comme s'il était le seul à travailler, disait-elle. Ce n'est pas parce qu'il envoie de l'argent, que ça lui donne le droit d'agir comme s'il était meilleur que nous.
Tyler Harry. Ouais, le mec se prend pour Jeff Bezos, ou un truc du genre. Je te jure, maman, si j'avais ce genre de fric, je t'achèterais une vraie maison, pas ce vieux truc. Oh, ne dis pas ça, a-t-elle gloussé. Tu sais bien que c'est sur toi qu'on compte, ici. Je suis resté là dans le noir, la main toujours sur la poignée de porte. J'avais la gorge serrée, non pas de colère, mais à cause de cette étrange et glaciale lucidité. Il le pensait vraiment. Ce n'était pas juste un commentaire en l'air, lors du dîner. C'était leur façon de voir le monde. Tyler, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Et moi, la compagnie d'électricité avec un battement de cœur. Au moment où j'ai pris l'avion pour rentrer chez moi, j'avais pris une décision silencieuse. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas écrire un long email, plein de larmes. J'allais juste arrêter. Aucune annonce, aucun drame, aucune once de culpabilité. Juste prendre du recul, et observer. La première chose que j'ai faite, a été de transférer l'acte de propriété de la maison, dans une fiducie révocable à mon nom. Plus de propriété directe, juste un petit pare-feu juridique, quelque chose de discret, d'invisible. Ensuite, j'ai examiné les factures. Elles étaient toutes encore sur mes comptes, avec mon adresse email comme contact, pour un accès facile. J'ai d'abord suspendu le paiement automatique de l'électricité. C'était juste un test, un petit test. Dans les 3 jours, j'ai reçu un appel de ma mère. « Salut mon chéri », a-t-elle dit, d'une voix excessivement mielleuse. Les lumières ont vacillé 2 fois la nuit dernière, et ce matin, le four ne voulait pas s'allumer. Est-ce que la compagnie d'électricité a encore bousillé quelque chose? J'ai feint l'inquiétude. Bizarre. Je vais appeler pour vérifier, mais je ne l'ai pas fait. Étage 2 jours plus tard, elle a rappelé, cette fois-ci, plus agacée. Je viens de recevoir un avis, indiquant que le paiement n'est pas passé. As-tu mis à jour la carte? J'ai attendu un instant. Non, je n'ai rien changé. Peut-être que tu devrais les appeler directement. Oh, eh bien, peux-tu t'en occuper? Ton père essayait de regarder le match, et la télé s'est éteinte. Peut-être que Tyler peut t'aider, ai-je dit doucement. Elle est restée silencieuse. C'était la première fissure. Au cours des semaines suivantes, j'ai lentement retiré mon soutien. La facture de gaz, d'internet, puis de l'eau. À chaque fois, je faisais semblant d'être confus, ou indisponible. Ah, désolé, j'étais débordé de travail, ou, mince, je pensais que celui-là était encore actif. Et à chaque fois, la tension à l'autre bout du fil montait d'un cran. Tyler, comme on pouvait s'y attendre, n'a rien fait. La première fois que le Wi-Fi a coupé, il a conduit jusqu'à un Starbucks, et a posté sur Instagram, sur le fait que le travail acharné ne s'arrête jamais, avec des émojis d'ordinateur portable, et de boissons chaudes. Point. La fois suivante, il a emprunté la connexion des voisins, en se tenant sur le porche, le téléphone en l'air, comme une antenne de télévision. Le pire, c'est qu'ils ne m'ont toujours pas dit merci. Pas une seule fois, même pas avec le recul. Ils étaient plus irrités qu'autre chose. Comme si un distributeur automatique avait avalé leur billet d'1 €. Mais je ne faisais plus cela pour des remerciements. Je le faisais pour y voir clair. Et cette clarté est arrivée, un samedi soir, lorsque j'ai reçu un appel de ma tante, la sœur de papa, Denise. « Salut, Adam », a-t-elle dit. « Écoute, je voulais juste te demander si tout va bien, entre toi et tes parents. » J'ai cligné des yeux. « Comment ça? » Eh bien, a-t-elle hésité, ta mère était là plus tôt, et elle avait l'air vraiment bouleversée. Elle a dit que tu leur avais complètement coupé les vivres. Elle a dit qu'elle avait dû piocher dans ses économies, pour payer la facture d'eau. Ensuite, elle a dit quelque chose. Sur le fait que tu essayais de les contrôler, en te servant de la maison comme moyen de pression. J'ai eu un rire bref, et sec. Les contrôler? J'ai remboursé leur prêt hypothécaire. Je couvre toutes leurs dépenses, depuis 5 ans. Je sais, mon chéri. C'est ce que je lui ai dit. C'est juste que. Elle tourne ça de façon à faire croire, que tu les punis. J'ai soupiré. A-t-elle mentionné Tyler? Elle a dit qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, pour les maintenir à flot. J'ai dû me retenir physiquement, de balancer mon téléphone à travers la pièce. Après avoir raccroché,
je suis resté assis sur mon canapé pendant un long moment, à fixer le vide. La trahison ne résidait pas dans les factures, ou les mensonges, ou même le manque de reconnaissance. C'était la façon dont il déformait tout. La façon dont il réécrivait l'histoire, pour faire de moi le méchant. Et Tyler, lui, il buvait du petit lait. Il a commencé à poster de vagues tweets. Quand quelqu'un ne donne que pour se sentir puissant, c'est qu'il n'a jamais été généreux, en premier lieu. Ou encore, le faux amour, c'est quand l'aide est assortie de conditions. Je ne le suivais pas, mais un ami commun m'a envoyé des captures d'écran. Je me suis senti malade, non pas à cause de ce qu'il disait, mais parce qu'il y croyait, ou du moins, il voulait que les autres y croient. J'étais devenu la mise en garde, dans son arc de rédemption personnelle. Puis, est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel de ma mère. Il a été court, et froid. Adam, ton père et moi avons discuté, et nous apprécierions que tu nous transfères entièrement l'acte de propriété. Ça rendrait les choses plus nettes, sur le plan légal. J'ai failli lâcher le téléphone. Tu veux que je te donne la maison? C'est notre maison, a-t-elle rétorqué sèchement. Tu l'as remboursée pour nous, mais maintenant elle est à ton nom, et ça ne nous semble pas juste. Ça ne vous semble pas juste, ai-je répété. Mon cœur battait la chamade. Tyler est d'accord, a-t-elle ajouté, comme si cela allait me faire plier. Il a dit, si tu tenais vraiment à nous, tu ne nous ferais pas sentir, comme des invités dans notre propre maison. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Puis, a-t-il dit autre chose? Elle a hésité. Il a aussi dit, tu t'es servi de ça comme d'une menace, et tu essaies de nous punir. Les punir. Les punir de quoi? Je m'étais plié en 4 pendant des années, discrètement, avec constance. Je n'avais jamais rien demandé en retour. Pas même de l'affection. Et maintenant, il m'accusait de manipulation, parce que j'avais enfin, pris du recul. Ce fut le moment décisif, le véritable point de rupture. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de favoritisme. Il s'agissait de déformer la réalité, pour faire de moi l'ennemi. Et Tyler, il était le général de l'enfant chéri, menant la charge avec un sourire narquois, et satisfait de lui-même, suivi par 300 personnes sur Twitter, qui le trouvaient profond. Cette nuit-là, je me suis assis avec un verre de vin, et j'ai ouvert tous mes comptes. J'ai fixé le dossier de propriété, j'ai regardé le registre des factures, j'ai pensé à toutes ces années de ma vingtaine, passées à m'inquiéter de savoir, si maman se souvenait de renouveler ses médicaments contre la tension, ou si le chauffage de papa resterait allumé tout l'hiver. Et puis, j'ai pensé à Tyler, et à cette phrase. Il a fait plus pour nous, que tu ne le feras jamais. J'ai fermé l'onglet lentement, parce que le prochain mouvement, allait absolument tout changer. La première semaine après cet appel, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste le vide. Comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine, et débranché quelque chose d'essentiel. Je me réveillais toujours à 6h30, je faisais toujours mon café filtre, je m'asseyais toujours à mon bureau, comme j'en avais l'habitude, mais je n'y étais pas. Je cliquais sur mes emails sans grand enthousiasme, je lisais les messages Slack, je souriais lors des appels Zoom quand il le fallait, mais à l'intérieur, ce n'était que des parasites. Ça ne m'a frappé, que quelques nuits plus tard. J'étais allongé sur le canapé dans le noir, devant une série Netflix que je ne regardais pas, quand j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Une notification, Tyler venait de publier. Rien ne fait plus mal, que de réaliser que ta famille n'a aimé, que ce que tu lui as donné. La légende ne mentionnait personne, aucun nom, mais ce n'était pas nécessaire. C'est à ce moment-là, que j'ai enfin compris. Je n'étais pas seulement exclu. J'étais effacé. Chaque euro que j'avais dépensé, chaque vol pris pour un anniversaire, chaque course au supermarché, chaque réparation de chauffe-eau, chaque appel pour réparer un Wi-Fi en panne, tout avait disparu. Gommé de l'histoire familiale, comme si je n'avais jamais eu d'importance. Et ce qui rendait la chose encore pire, c'est qu'il n'essayait même pas de le cacher. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Pas comme une larme unique, qui coule sur la joue, dans un film. J'ai pleuré à chaudes larmes, affalé sur le sol, dans mon sweat à capuche. Les épaules tremblantes, le nez qui coule, la poitrine soulevée. Je n'avais pas pleuré comme ça, depuis l'université. Je ne sais même pas ce qui a déclenché ça.
C'était peut-être ce mot, famille, parce que je commençais à réaliser que je n'en avais plus. Le lendemain matin, j'ai pris un jour de congé maladie, pour la première fois depuis des années. J'ai dit à mon manager que j'avais un problème d'estomac. Il s'est montré compréhensif. Je pense qu'il savait qu'il n'y avait pas que ça. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai ouvert un document Google vierge, et j'ai écrit les choses que j'ai faites pour eux, et qu'ils ne reconnaîtront jamais. La liste a commencé doucement. Rembourser leurs prêts hypothécaires. Couvert les factures pendant 5 ans. Acheter les médicaments sur ordonnance de maman, chaque mois. Pris l'avion pour rentrer, à chaque fête de fin d'année. Acheter les appareils auditifs de papa, quand l'assurance a refusé la prise en charge. Aider Tyler à faire annuler son amende pour excès de vitesse. Conduit maman à son rendez-vous pour une biopsie, quand Tyler avait dit qu'il était trop occupé. Avant même de m'en rendre compte, la liste faisait 3 pages de long, à simple interligne. Je ne l'ai pas écrite par vengeance. Je l'ai écrite, parce que j'avais besoin de m'en souvenir. Car, quand les gens vous manipulent émotionnellement assez longtemps, vous commencez à oublier la vérité. Et je ne pouvais pas me permettre d'oublier la mienne. Cette liste est devenue mon point d'ancrage. À chaque fois que je sentais le doute s'insinuer, en me disant que j'avais peut-être été trop contrôlant, trop froid, ou trop distant, je la lisais. Et peu à peu, ces parasites ont commencé à se dissiper, comme lorsqu'on règle une station de radio brouillée, jusqu'à ce que l'on finisse par entendre la musique en dessous. Vers cette époque, mon amie Olivia m'a invité à dîner. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé depuis la pandémie, mais elle avait toujours été l'une de ces amies faciles à vivre, qui pouvait disparaître pendant des mois, et reprendre exactement là où nous nous étions arrêtés. Elle m'a regardé, de l'autre côté de la table, et m'a dit, « Tu as l'air vide. » J'ai ri. C'est parce que je le suis. Elle n'a pas insisté, elle a juste siroté son vin, et a dit, « Parle-moi. » Je lui ai tout raconté, depuis le dîner autour du barbecue, jusqu'à l'appel pour l'acte de propriété. Tout. Je ne l'avais jamais dit à voix haute jusque-là, et une fois que j'ai commencé, tout s'est déversé, comme si les vannes avaient cédé. Elle ne m'a pas interrompu. Elle n'a pas essayé de régler le problème. Elle a juste écouté. Elle a vraiment écouté. À la fin, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Adam, tu essayais d'acheter l'amour, de gens qui n'ont jamais appris à le donner. Cela a frappé plus fort, que tout ce que ma mère avait jamais dit. Ça m'est resté en tête toute la semaine, car au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je jouais à ce jeu silencieux depuis des années, en essayant de gagner de l'affection, de gagner ma place, de gagner mon appartenance, et à chaque fois que je pensais en avoir fait assez, il déplaçait la ligne d'arrivée. Je marchais sur un tapis roulant, sans bouton d'arrêt. Alors, j'en suis descendu. Littéralement, j'ai réservé un voyage. Ce n'était rien d'extravagant, juste une cabane dans les îles San Juan. Hors réseau, sans wifi, sans réception, juste des pins, de l'air froid, et le silence. Pour la première fois depuis des années, je ne vérifiais pas les dates d'échéance des factures, et je n'appelais pas pour renouveler des ordonnances. Je ne me demandais pas si le filtre de la chaudière avait besoin d'être remplacé, ou si Tyler avait planté une autre voiture. Je suis juste resté assis, j'ai lu, j'ai fait de longues promenades, et j'ai préparé les repas lentement, comme si c'était un art, et non une corvée. Et quelque part dans ce silence, quelque chose a commencé à changer. J'ai réalisé qu'il ne me manquait pas. Pas comme je le pensais. L'idée que je me faisais de me manquait, ce rêve que j'avais construit dans ma tête, les parents d'un grand soutien, qui se vantaient de moi auprès de leurs amis, le frère qui m'appellerait, quand les choses allaient bien, ou même quand elles allaient mal. Mais leur vraie version, celle qui prenait, qui déformait, et qui rejetait. Non, elle ne me manquait pas du tout. À mon retour à Seattle, j'y voyais plus clair que je ne l'avais été depuis des années. J'ai commencé à faire des changements. Tout d'abord, j'ai rencontré une conseillère financière, non pas seulement pour passer en revue mes actifs, mais pour construire quelque chose pour moi, un véritable avenir, où je ne me viderai pas de mon soutien, dans un trou noir. Elle m'a aidé à mettre en place un plan de retraite, un fonds pour les voyages, et même un apport pour une vraie maison, pas ce minuscule appartement, dans lequel j'étais entassé depuis 3 ans. Ensuite, j'ai appelé l'entrepreneur. J'avais repoussé le projet de transformer la 2e chambre en bureau et espace de loisirs.
Je m'étais dit que je n'en avais pas besoin, mais au diable tout ça. J'en avais envie. En l'espace d'un mois, la moquette a été arrachée, une peinture fraîche a été posée, et un grand bureau, avec vue sur les toits de la ville, m'attendait chaque matin. Je me suis aussi mis à la menuiserie. Non pas parce que j'étais doué pour ça. Je ne l'étais pas, mais parce que cela m'obligeait à ralentir, à prendre des mesures, et à me concentrer. Mon premier projet a été une table basse avec des pieds bancals, et beaucoup trop de vernis. Je la garde toujours. La thérapie est arrivée ensuite. J'avais déjà tourné autour de l'idée auparavant, j'avais téléchargé des applications, mis des cliniques en favoris, et même rempli quelques formulaires de mise en relation, mais je ne m'y étais jamais engagé. Cela ressemblait toujours à un aveu de défaite. Comme si, aller en thérapie, signifiait que ma famille avait gagné, mais ce n'était pas le cas. La thérapie n'était pas pour eux. C'était pour moi. Alors, j'y suis allé toutes les semaines. Parfois, je parlais. Parfois, je restais juste assis là, et j'essayais de ne pas pleurer. Ma thérapeute, une femme perspicace et chaleureuse nommée Clara, m'a aidé à déballer des années de culpabilité, que je ne réalisais même pas porter. Je pense que vous pleurez la mauvaise personne, a-t-elle dit un jour. Que voulez-vous dire? Vous n'arrêtez pas de faire le deuil de votre mère, mais je pense que vous pleurez la version d'elle que vous avez créée, et non celle qui existe réellement. Je l'ai fixée, abasourdi, parce qu'elle avait raison. La femme dans ma tête, celle qui m'avait serré dans ses bras après l'obtention de mon diplôme universitaire, et qui m'avait murmuré « Tu nous rends si fiers », était morte depuis longtemps. Si tant est qu'elle ait jamais été réelle, pour commencer. La vraie femme, n'était que quelqu'un qui avait besoin d'un coupable, lorsque la vie ne tournait pas comme elle le voulait. Et Tyler, il était le parfait contraire du bouc émissaire. Charmant, irresponsable, plein de promesses qu'il ne tiendrait jamais. Ils avaient besoin d'un méchant, et d'un héros. J'avais juste été choisi pour le rôle, avant même de savoir qu'il y avait un scénario. Cela a pris du temps, des mois, honnêtement, mais quelque chose en moi a guéri. Je n'étais pas réparé. Je n'avais pas complètement tourné la page, mais j'étais plus fort. J'ai arrêté de consulter leurs réseaux sociaux, j'ai arrêté de répondre aux SMS, j'ai arrêté d'espérer. J'ai recommencé à fréquenter des gens, prudemment, lentement, mais avec plus d'honnêteté qu'avant. Je disais aux gens d'emblée, ma situation familiale est compliquée, mais je travaille à construire quelque chose de meilleur. Et c'est exactement ce que je ressentais, construire, brique par brique, une vie qui ne consistait pas à plaire aux autres. Mais qui, enfin, tournait autour de moi. Puis est arrivé le message. Venu de nulle part, une seule ligne de ma mère. Ton père est à l'hôpital. Appelle-moi. C'était tout. Aucun contexte, aucune salutation, aucune chaleur, juste ça. Et alors que je le fixais, le pouce planant au-dessus de l'écran, j'ai senti le froid m'envahir. Parce qu'à ce moment-là, j'ai su que quelque chose avait changé. Pas seulement en eux, mais en moi. Cette fois, je n'allais pas accourir. Cette fois, je n'allais pas jouer les sauveurs. Cette fois, le prochain coup allait être le mien. Je n'ai pas répondu tout de suite. En fait, j'ai fixé ce message pendant plus de 2 heures. Je suis juste resté assis là, sur mon canapé, le téléphone posé face vers le haut sur la table, regardant l'écran s'éteindre et se rallumer. Cette ligne, ton père est à l'hôpital. Appelle-moi. Me brûlait comme une marque au fer rouge. Pas de « s'il te plaît », ni de « nous avons besoin de toi ». Pas même un mot sur son état de santé. Juste « appelle-moi », comme si j'étais le personnel de maison. Comme si j'étais toujours le gamin avec la carte de crédit, le plan de secours, celui qui répondait toujours présent. Mais cette version de moi-même avait disparu. Enterrée avec la fausse image d'une famille, que j'avais enfin cessé de poursuivre. Pourtant, j'avais des questions, et une partie de moi, petite, prudente, humaine, voulait connaître la vérité. Alors, je n'ai pas appelé. J'ai envoyé un email. Bonjour, j'ai bien reçu ton message. Je suis désolé d'apprendre qu'il est à l'hôpital. J'espère qu'il va bien. Peux-tu m'envoyer des détails? Le diagnostic, le lieu, les heures de visite, qui est avec lui? Je vous contacterai, dès que j'en saurai plus. Adam. Pas de maman. Pas de chaleur, pas d'appât émotionnel.
Elle n'a répondu que le lendemain. Et quand elle l'a fait, c'était un email de 3 lignes, avec une photo en pièces jointes. Il a eu des douleurs à la poitrine. Ils l'ont gardé pour la nuit, pour faire des examens. Tyler est avec lui maintenant. Tacoma Général, chambre 432. Dis-moi si tu viens. La photo. Tyler se tenait à côté du lit d'hôpital de papa, souriant à pleines dents, comme s'il prenait un selfie dans un parc d'attractions. Papa avait l'air pâle, les yeux mi-clos, des tubes dans le bras. Mais Tyler avait ajouté un hashtag. La famille d'abord. Je n'y suis pas allé. Ni ce jour-là. Ni le lendemain. Je me suis dit, que s'il voulait tellement que Tyler soit le héros, il pouvait le garder. Je n'allais pas me battre pour un rôle, pour lequel je n'avais jamais passé d'audition. Mais plus j'y pensais, plus ça se tordait dans ma poitrine, car soudain, tout a fait sens. Tous les commentaires désobligeants, toutes les tentatives de me faire culpabiliser, l'exigence de me réclamer l'acte de propriété, et la déformation de l'histoire. Ce n'était pas seulement du favoritisme, c'était du positionnement stratégique. Ils étaient en train de redorer leur image, de réécrire l'histoire. Et Tyler, il n'était pas seulement l'enfant chéri. Il était le remplaçant, le nouveau fils loyal, celui qui restait proche, qui souriait pour les photos, et qui jouait son rôle. Et moi, j'étais lentement en train d'être effacé. Comme un mauvais brouillon, qu'il regrettait d'avoir jamais publié. C'est là que j'ai su, que ce n'était pas fini. Loin de là. Ils n'avaient pas seulement brûlé un pont. Ils avaient essayé de m'enterrer dessous. Et je n'allais pas les laisser faire. Alors, j'ai commencé à élaborer un plan. Non par dépit. Ni même vraiment par vengeance, mais par principe. Car si vous laissez les gens réécrire votre histoire, sans riposter, ils la vendront à tout le monde comme étant la vérité. Et ma vérité, à moi. Il était temps qu'ils se souviennent, de qui j'étais vraiment. La première étape était juridique. J'ai recontacté Marisol, mon avocate, qui m'avait aidé à transférer la maison dans une fiducie, l'année dernière. Elle était perspicace, pragmatique, et extrêmement douée, pour garder des traces de tout. Nous nous sommes retrouvés autour d'un café, et j'ai tout déballé. La manipulation, la campagne de dénigrement, la demande pour me faire céder l'acte de propriété. Elle a haussé un sourcil. Ils vous ont demandé de leur faire cadeau de la maison. Oui, j'ai dit que ce serait plus net pour eux, que ce soit leur chez-soi. Elle a renâclé. C'est mignon. Puis, son visage est devenu sérieux. Voulez-vous garder la maison? J'ai hésité. Je ne sais pas, ai-je répondu. Je ne veux pas y vivre, mais je ne vais pas simplement la leur donner, après tout ce qui s'est passé. Elle s'est adossée à sa chaise. D'accord, alors. Faisons en sorte qu'ils ne puissent pas y toucher. Ni maintenant, ni jamais. Nous avons revu la fiducie. Elle était déjà blindée, mais elle a suggéré d'ajouter une clause, qui empêcherait toute occupation ou modification non autorisée. En bref, ils pourraient y vivre, tant que je le permettrais. Mais s'ils essayaient de me forcer la main, je pourrais légalement les faire expulser. Cela semblait froid, voire dur, mais cela m'a aussi fait l'effet d'une armure. Deuxième étape, l'information. J'avais besoin de savoir, ce qui se passait réellement avec papa. Pas à travers les rumeurs familiales, mais par les faits. Alors, j'ai appelé le Tacoma Général, et j'ai demandé à parler au médecin traitant, de la chambre 432. J'étais inscrit comme contact d'urgence. J'avais encore la procuration, aussi. Un autre détail, qu'ils avaient opportunément oublié. La doctoresse était gentille et professionnelle. Il a fait une légère arythmie, a-t-elle expliqué. Probablement induite par le stress. Rien qui n'engage le pronostic vital dans l'immédiat. Nous le surveillons, mais il est stable. Aura-t-il besoin de soins de longue durée? Non, à moins que son état ne s'aggrave, mais nous lui recommandons des changements majeurs, dans son mode de vie. Cela m'a frappé de plein fouet, parce que je savais ce que cela signifiait. Le régime, la routine, la tension artérielle, les médicaments, et fini d'enchaîner les cigarettes dans le garage, ou de boire 3 bières avant le dîner. En gros, tout ce que mon père détestait. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Tyler n'avait rien publié depuis sa photo, mais maman, si. Un long post sur Facebook, avec une photo adoucie et filtrée,
de papa dans son lit. Elle a écrit, on a besoin de prière. Ce fut quelques jours effrayants, mais nous restons forts. Merci à notre incroyable fils, Tyler, d'être resté à nos côtés, à travers tout cela. Il a été un vrai rock. Et voilà. De nouveau, aucune mention de moi. Juste Tyler le rock, le héros, le fils révisé. Et puis, la toute dernière goutte d'eau a atterri dans ma boîte de réception. Un email transféré par Marisol. L'objet était, avis de demande de modification de transfert d'occupation de propriété. Cela venait d'un avocat spécialisé en droit immobilier de la région, qui me demandait si j'envisagerais de céder les droits d'occupation de la propriété aux résidents de longue date, Michael et Linda Thomas, pour des raisons de stabilité et de clarté juridique. Ils essayaient de squatter dans ma maison, en utilisant des voies légales. Marisol avait joint une note. Dites-moi comment vous voulez jouer le coup. Nous pouvons mettre un terme à cela dès aujourd'hui, ou nous en servir pour faire un peu de pression. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis, j'ai répondu, n'y mettez pas un terme tout de suite. Je veux voir jusqu'où ils iront, mais donnez-moi tout. Chaque email, chaque demande, chaque bout de papier qu'ils ont soumis. Parce que, s'ils voulaient jouer à cela comme à une partie d'échecs, ils avaient oublié que c'était moi, qui avais construit l'échiquier. La partie suivante du plan, le contrôle de l'information. J'ai de nouveau contacté tante Denise. Elle était la seule de la famille, qui conservait encore une certaine boussole morale, et, plus important encore, la seule qui voyait le changement de comportement de mes parents, et de Tyler, pour ce qu'il était vraiment. Nous nous sommes retrouvés chez elle, pour prendre le thé. Je lui ai raconté toute l'histoire, les mensonges, les tentatives de s'emparer de la maison, les séances de photos opportunistes, et cet effacement silencieux. Elle secoua lentement la tête, les mains enroulées autour de son mug. Je savais que ta mère perdait pied, mais ça, c'est autre chose. Elle réécrit tout, ai-je dit, et Tyler la laisse faire, il l'encourage. Denise m'a regardé, le regard perçant. Alors, il est temps de lui offrir une nouvelle fin. J'ai souri. Exactement. Elle a accepté d'être mon point de contact, mes yeux sur le terrain. Celle qui pourrait confirmer ce qu'il racontait à la famille élargie, et corriger subtilement le récit, le cas échéant. Puis, presque comme une réflexion après coup, elle a ajouté, tu sais qu'il y a une réunion de famille dans 2 mois, n'est-ce pas? Je ne le savais pas. J'avais probablement été rayé de la liste. Elle a sorti son téléphone. Regarde la discussion de groupe sur Facebook. Bien sûr, aucune invitation. Ça pourrait être ton moment, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête lentement. Elle n'avait pas besoin de le dire 2 fois. J'ai passé les semaines suivantes à empiler tranquillement des dominos. J'ai de nouveau mis à jour les factures, en m'assurant cette fois-ci, que des copies papier de chaque facture, soient envoyées à mon adresse de Seattle, au lieu de la maison. J'ai redirigé toutes les communications, vers mon adresse email juridique personnelle. Fini les appels, fini les textos, seulement des traces écrites. Et puis, j'ai pris une décision finale. J'allais vendre la maison, non pas par dépit, mais parce qu'il était temps. Je ne voulais plus de cette responsabilité. Le souvenir de cette maison, autrefois chaleureuse, et pleine des échos de mon enfance, était désormais corrompu. J'avais laissé mes parents y séjourner assez longtemps. J'avais payé leur dû assez longtemps. S'ils la voulaient, ils pourraient l'avoir au prix du marché. Et ce, auprès d'un acheteur, que je choisirais moi-même. Je l'ai mise en vente discrètement. Une vente confidentielle, pas de panneaux, pas de photos en ligne, juste du bouche à oreille par l'intermédiaire de mon agent immobilier. Elle ne resterait pas sur le marché éternellement. Mais au moment même où elle se vendrait, le jeu changerait définitivement. Et juste comme ça, les pièces étaient en place. Ils croyaient jouer aux dames, mais j'avais la reine. 2 mois plus tard, la date de la réunion est arrivée, comme une alarme que je n'avais pas programmée. Je n'avais pas été invité, bien entendu. Tante Denise a dû me transférer les détails. Un repas partage en plein air chez mes parents, dans ce même jardin, où avait eu lieu ce fameux dîner autour des steaks. Rien que d'y penser, j'en avais l'estomac noué d'une manière indéfinissable. Comme si je retournais sur une scène de crime, où je n'étais pas la victime, mais seulement l'équipe de nettoyage. Mais cette fois-ci, je ne serais pas là pour maintenir la paix. Je serais là pour mettre un point final à l'histoire.
La maison avait été sous contrat de vente 2 semaines plus tôt. Une offre discrète et propre, venant d'un couple de retraités, qui déménageait de l'Oregon. Ils adoraient l'emplacement, ne se souciaient pas de la cuisine démodée, et payaient comptant. Au prix fort demandé. Mon agent immobilier, Kevin, était un vrai magicien. Nous avons conclu l'affaire en moins de 10 jours. La fiducie était toujours propriétaire de la maison, ce qui signifiait que mon nom n'y était pas publiquement associé, une chose que j'avais faite pour me protéger au tout début, mais qui m'offrait maintenant l'avantage de maîtriser mon timing. Une fois la vente finalisée, j'avais le contrôle total, sur le moment, et la manière de signifier l'avis d'expulsion. J'ai choisi le jour de la réunion, ça me semblait poétique, mais je ne voulais pas que cela arrive sous forme d'enveloppe dans une boîte aux lettres. Je voulais que ce soit vu au grand jour. Alors, j'ai imprimé 20 exemplaires de l'avis. Avis d'expulsion des lieux. La propriété a été vendue. Les nouveaux propriétaires ont autorisé la résiliation officielle de toute occupation informelle. Les résidents sont tenus de libérer les lieux, dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, conformément à la loi RCW 59.18.650. Je les avais soigneusement pliés, et empilés dans un dossier beige. Au-dessus, une copie claire du transfert de l'acte de propriété, avec la date, et les noms des acheteurs surlignés. Mon équipe juridique avait également préparé une mise en demeure officielle, au cas où quelqu'un essaierait de bloquer la vente rétroactivement. L'ensemble était aussi blindé que possible. Maintenant venait la partie difficile, me pointer là-bas. Je n'étais pas du genre à faire des drames. Je ne voulais pas faire de scène, mais je ne voulais pas non plus que ce soit une chose abstraite, qu'il découvrirait par email. Non. S'ils voulaient mentir à mon sujet devant la famille, et parader comme si j'étais un fils sans cœur qui les avait abandonnés, alors j'allais leur donner une bonne raison de parler. Je me suis garé dans l'allée, cet après-midi-là, dans une voiture de location noire et discrète. Je ne voulais pas qu'ils reconnaissent ma voiture habituelle, et qu'ils verrouillent les portes. Tante Denise m'a rejoint 3 maisons plus loin, et m'a fait passer par la cour latérale, comme si nous nous faufilions dans un cinéma. Tout le monde est là, a-t-elle murmuré. Même des cousins que tu n'as pas vus depuis des années. Sois prêt. Le jardin était plein à craquer, des tables pliantes, des chaises en plastique, des bacs de salade de pommes de terre, et de la bière bon marché. Ma mère se tenait près du barbecue, arborant ce même faux sourire, qu'elle affichait toujours, quand il y avait des invités. Tyler tenait sa cour près du pavillon, un gobelet rouge dans une main, et ses lunettes de soleil sur le nez, malgré l'ombre. J'ai attendu qu'il se lance dans une autre de ses histoires. Un truc sur sa start-up de e-commerce, qui allait très certainement faire la une de Forbes bientôt. Les gens écoutaient à moitié, hochant la tête. Ma mère riait plus fort que nécessaire, comme des applaudissements, après une mauvaise blague. C'est à ce moment-là, que je suis apparu dans leur champ de vision. Il a fallu environ 4 secondes, pour que l'atmosphère change. J'ai regardé le sourire sur le visage de ma mère, se figer, puis s'effondrer. Tyler s'est retourné, son sourire narquois commençant déjà à se former, jusqu'à ce qu'il voie ce que je tenais. Un dossier. Un dossier fin et discret. Mais il me connaissait assez bien, pour sentir le danger, lorsque j'étais d'un calme olympien. Salut, ai-je dit, assez fort pour que le groupe se taise. Je me suis dit que j'allais passer. La mâchoire de ma mère s'est crispée. C'est un rassemblement privé. J'ai hoché la tête. Oh, je sais. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas rester. Je suis juste ici pour vous livrer quelque chose. Je me suis avancé vers la table centrale, j'y ai posé le dossier, et je l'ai ouvert. J'ai sorti une copie de l'acte de propriété, et je l'ai brandi bien haut, comme un professeur à l'avant de la classe. Je voulais juste que tout le monde ici sache, ai-je dit, d'une voix assurée, que cette maison, celle dans laquelle nous nous trouvons, a été vendue. Des halètements, une fourchette qui tombe. Les yeux de tante Karen se sont écarquillés. Tyler s'est avancé. De quoi diable est-ce que tu parles? Je me suis tourné vers lui. Tu te souviens de la fois, où tu as dit que j'essayais de contrôler la famille avec mon argent? Comment maman et toi avaient dit, que je ne leur avais jamais vraiment donné la maison? Eh bien, j'ai fini par être d'accord avec vous. Je me suis tourné vers le groupe. Je paie chaque facture de cet endroit, depuis 5 ans. Prêt hypothécaire remboursé, facture couverte, assurance, impôts, eau, internet, tout était à mon nom.
Mais apparemment, rien de tout ça ne signifiait quoi que ce soit. Alors, j'ai décidé de mettre fin à la confusion. J'ai pointé du doigt l'acte de propriété. Cette maison était à moi, légalement, et maintenant, elle appartient à quelqu'un d'autre. La voix de ma mère a finalement percé le silence. Perçante. Tu fais ça devant tout le monde, lors d'une réunion de famille. C'est toi qui as rendu ça public, à la seconde où tu as commencé à dire aux gens que Tyler avait fait plus que je ne le ferai jamais. Tu voulais m'effacer? Très bien. Laisse-moi disparaître comme il se doit. Tyler a ri, mais son rire s'est brisé à mi-chemin, ils ne peuvent pas juste nous jeter dehors. C'est illégal. Je lui ai souri. Tu aurais raison si tu étais un locataire, mais tu ne le es pas. Tu n'as jamais payé de loyer, tu n'as jamais signé de bail. Vous êtes des invités, et on peut demander aux invités de partir. Je lui ai tendu l'un des avis d'expulsion. Tu as 30 jours. Les gens ont commencé à murmurer. Ma cousine Jenna a chuchoté quelque chose à son mari. L'oncle Brian, toujours à parler fort, s'est levé et a dit « Attendez, attendez, attendez. Tu veux nous faire croire que c'est toi, qui as payé pour cet endroit ?» J'ai hoché la tête. Chaque centime. Personne d'autre n'a contribué pour un seul sou. Ma mère avait l'air de vouloir hurler. Au lieu de cela, elle est devenue glaciale. C'est mesquin. Tu jettes tes propres parents à la rue. Non, ai-je répondu, d'une voix douce et posée. Je vous donne la même liberté que celle que vous m'avez donnée. C'est-à-dire aucune. Tyler a tenté une dernière attaque. Tu crois que ça te donne une belle image? Tu viens d'anéantir ta famille, à cause de quelques publications sur Facebook. J'ai penché la tête. Non. Je l'ai anéanti, quand vous avez essayé de réécrire l'histoire. Quand tu as dit à tout le monde que je n'étais jamais là, quand tu t'es tenu là à sourire, pendant que maman disait que tu en avais fait plus. Il s'est avancé, son visage à quelques centimètres du mien. Tu crois que c'est fini? Je me suis penché vers lui. C'était fini, à l'instant même où tu as posté ce selfie. Je me suis retourné, et je suis parti, avant que quiconque ne puisse me suivre. Le silence derrière moi était lourd, comme dans une église, juste après que quelqu'un ait juré devant l'autel. Je n'ai pas regardé en arrière. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Marisol. Ils ont déménagé, m'a-t-elle dit. Les clés ont été laissées dans la boîte aux lettres. L'endroit est vide. Des problèmes? Juste quelques mots passifs-agressifs, mais aucun dommage. Les acheteurs sont satisfaits. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Bien. Et ce fut tout. Je n'ai jamais eu de remerciements. Jamais reçu d'appel. Juste quelques pics indirects, de la part de proches qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais dû rendre cela si public. Mais ceux qui comptaient, ceux qui savaient ce qui s'était réellement passé, eux, ont envoyé de discrets messages de soutien. Je n'en avais aucune idée. Bien joué. Il était temps que quelqu'un les remette à leur place. J'ai déménagé dans un nouvel endroit, peu de temps après. Une vraie maison, cette fois-ci. La mienne. Pas de murs mitoyens, pas de souvenirs incrustés dans la peinture. Je l'ai meublé lentement. J'ai acheté des meubles, qui me plaisaient vraiment. J'ai appris à cuisiner autre chose, que de simples œufs avec du riz. Et pour la première fois, alors que j'étais assis dans mon salon, les fenêtres ouvertes, et la brise se glissant à travers les rideaux, je me suis senti léger. Ni victorieux, ni suffisant, mais tout simplement libre. Parce que la meilleure vengeance n'est pas la colère, c'est la paix. Et la paix, c'est de savoir enfin, que vous n'avez jamais été le problème. Vous étiez la solution, qu'ils n'ont jamais méritée.